Nous allons dans cette vidéo étudier l'ensemble des théorèmes dont font partie le théorème de Millman et le théorème du diviseur de tension. On fera une démonstration et ensuite un certain nombre d'applications. Je vous rappelle que pour bien utiliser cette vidéo, il est important de prendre des notes et de reconstruire ensuite un cours ou bien une fiche de cours qui est adaptée à votre personnalité. Le niveau de difficulté abordé correspond au niveau de la licence pour un élève de niveau correct. Cette vidéo n'a pas pour but de remplacer un cours qui se nourrit du contact entre professeur et élève. Aussi, certaines difficultés qui nécessitent un dialogue ne seront pas abordées. Les théorèmes tension-nœud sont des théorèmes qui vont permettre de résoudre tout ou partie des problèmes qui se représentent sous forme de circuits, en particulier les problèmes d'électrocinétique linéaire. Ces théorèmes vont privilégier un nœud particulier du circuit. Il faut pour les utiliser que les branches qui partent de ce nœud soient représentées en premier par un dipôle linéaire passif. Pour représenter ces dipôles linéaires passifs, on utilisera plutôt les admittances des dipôles. On verra que ça permet d'obtenir à la fois une expression analytique et une compréhension des théorèmes beaucoup plus importante. La loi générale qui permettra de démontrer ces théorèmes, c'est tout simplement la loi des nœuds. La somme des courants entrant ou sortant du nœud doit être nulle. On voit tout de suite qu'on pourra par exemple utiliser ces théorèmes pour résoudre certains problèmes de thermique pour lesquels le problème se représente aussi sous forme de circuit. Alors, on a nos dipôles linéaires passifs branchés sur le nœud, on a la loi des nœuds, et on va tout simplement ici transformer cette loi sur les intensités des courants en loi faisant intervenir des tensions. Ça va permettre d'éviter d'utiliser un trop grand nombre d'inconnus pour les problèmes. Donc pour ça, on choisit un nœud de référence et on va faire intervenir les tensions entre l'extrémité des dipôles passifs et le nœud de référence, ces tensions UN ici. On va adjoindre à ces n tensions une n plus unième, la tension entre le nœud d'étude et le nœud de référence. Le choix en fait du nœud de référence va permettre d'éliminer une de ces n plus une tensions et se retrouver avec n tensions à la fin. Alors pour bien comprendre tous ces théorèmes, on va déjà essayer de déclasser. En fait, on va retrouver des versions simplifiées d'un théorème général qui seront bien sûr la plupart du temps celles qui seront utilisées pour la résolution des problèmes. Donc dans ces théorèmes tension-nœud, on va déjà s'intéresser au cas où deux branches seulement partent du nœud. On aura à ce moment-là le théorème dit de l'inverseur de tension ou le théorème du diviseur de tension qui est le plus utilisé des deux. On va s'intéresser à un autre cas particulier qui est le cas des trois branches avec structure en T où on aura le théorème de Millman simplifié et on démontrera le théorème général qu'on appelle théorème de Millman ou théorème de Millman généralisé qui permettra de regrouper un petit peu tous ces théorèmes sous une même bannière. Mais il est très important d'utiliser la forme la plus simple, pas la peine d'utiliser un théorème de Millman compliqué si par exemple le diviseur de tension est suffisant pour résoudre le problème qui est posé. Alors, premier de ces théorèmes, l'inverseur de tension. On a notre nœud d'étude, deux branches qui partent du nœud, et pour l'inverseur de tension, on va choisir en fait comme nœud de référence le même que le nœud d'étude. Bien évidemment, la tension entre les deux nœuds va être nulle, et on voit que l'inverseur de tension va permettre de relier les tensions U1 U2. I1 et U1 pour le dipôle 1 sont en convention récepteur, on a donc l'intensité du courant I1 qui vaut Y1 U1, même chose pour le dipôle 2. En utilisant la loi des nœuds, on obtient directement une relation
entre les tensions U2 et U1 en utilisant soit les admittances, soit les impédances. Le nom d'inverseur de tension vient tout simplement ici de ce signe moins. Exemple d'utilisation de l'inverseur de tension, c'est la structure des filtres amplificateur-inverseur à amplificateur opérationnel idéal parfait linéaire. On reconnaît bien la structure précédente. Ici, on a nos deux dipôles passifs. Notre nœud est confondu avec le nœud de référence. Si on ajoute à ça un amplificateur opérationnel idéal parfait, eh bien on a effectivement ici aucun courant qui sort de ce nœud par cette branche. La sortie de l'amplificateur opérationnel est un générateur idéal de tension. On peut donc ici utiliser pour U1, U2 le théorème de l'inverseur de tension. Il s'agit ensuite de relier la tension d'entrée du filtre à la tension de sortie UE et US. Pour ça, on peut considérer par exemple cette maille-là. En utilisant le fait que l'amplificateur opérationnel idéal parfait est en régime linéaire, epsilon est nul, US c'est U1 moins epsilon, donc US égale à U1. Même chose en utilisant cette maille-là, on a UE égale à U2 moins epsilon, UE égale à U2. On peut donc remplacer U1 U2 dans l'expression précédente et obtenir la fonction de transfert de la cellule amplificateur inverseur à ampli-op idéal parfait linéaire. Deuxième théorème, le diviseur de tension. Cette fois-ci, on va choisir comme nœud de référence l'extrémité d'un des dipôles. Ici, on a choisi l'extrémité du dipôle 1. On a bien évidemment ici U1 égale à 0. Et le diviseur de tension va permettre de relier la tension U à la tension U2. Pour exprimer l'intensité I2, on peut utiliser une tension définie ici avec la convention récepteur. On obtiendra cette tension égale à U2 moins U. Donc I2 égale à Y2 facteur de U2 moins U. Pour le dipôle 1, U et I1 sont en convention générateur. On obtient donc I1 égale à moins Y1U. En utilisant la loi des nœuds, I1 plus I2 égale à 0, on obtient la relation entre U et U2. On peut démontrer ce diviseur de tension de manière peut-être un petit peu plus classique, qui va permettre d'obtenir le même résultat. On peut considérer ici que ces deux dipôles Z2, Z1 sont en série, parcourus donc par un courant de même intensité, le même courant. On va donc obtenir, les deux dipôles étant en série, U2 égale à Z1 plus Z2 fois I2, et U égale à Z1 fois I2. En éliminant l'intensité du courant I2, on obtient U égale à Z1 sur Z1 plus Z2 U2, la même relation que la relation précédente, mais cette fois-ci exprimée plutôt avec des impédances. De manière générale, quand on a des dipôles linéaires passifs, il ne faut pas essayer d'exprimer leurs propriétés simplement sous la forme d'impédance ou d'admittance. Quelquefois, un mélange des deux peut être intéressant. On a ici, par exemple, une formulation alternative de notre diviseur de tension. On va utiliser pour le dipôle 1 l'admittance et pour le 2 l'impédance. Si bien qu'on va se retrouver avec une relation de la forme U égale à 1 sur 1 plus Y1 Z2 U2. Formulation assez simplifiée, en particulier si l'admittance du dipôle 1 et l'impédance du dipôle 2 sont sous forme simple. Un exemple ici, c'est le filtre passe-bas du premier ordre classique. Si on veut relier E à U, on peut utiliser bien sûr, puisqu'ici nos dipôles sont en série, on a ici un nœud avec deux branches qui partent du nœud. On peut utiliser la formulation avec les impédances du diviseur de tension ou avec les admittances, ou bien ici une formulation hybride avec à la fois l'impédance pour le dipôle résistif et l'admittance pour le dipôle capacitif. Étant donné que YC s'exprime plus simplement que ZC, on a tout de suite, sans calcul bien compliqué, la relation entre U et E. On peut ensuite la transformer en faisant intervenir des grandeurs réduites d'une pulsation caractéristique oméga 0. Donc ne pas se focaliser sur le choix d'une admittance ou de l'impédance. Être capable de s'adapter, c'est très important. Alors, troisième formulation, le théorème de Millman simplifié. En fait, ce théorème de Millman simplifié est créé pour ce qu'on appelle les structures en T, qui sont très courantes en électronique. Effectivement, on reconnaît ici dans la forme du circuit la forme d'un T. Des branches horizontales et une branche verticale. Et en fait, pour cette structure, on a trois branches qui partent du nœud, donc trois intensités
I1, I2, I3, la loi des nœuds sera simplement que la somme de ces trois intensités est nulle. Il faut maintenant choisir un nœud de référence. On va se placer ici dans un seul cas. On va prendre comme nœud de référence le nœud extrême de la branche qui est verticale. Donc on se place dans le cas ici où U3 est nul. Ce cas particulier est important puisqu'on va retrouver effectivement très souvent cette configuration-là. Là encore, il s'agit d'exprimer en fonction des tensions U1, U2 et U les intensités. On remarque qu'ici, pour être en convention récepteur pour le dipôle 1, eh bien, on va choisir la tension égale à U1 moins U. On aura I1 égale à Y1 U1 moins U. Même chose pour le dipôle 2. Pour le dipôle 3, I3 et U sont définis en convention générateur. On a donc I3 qui sera égal à moins Y3U et la loi des nœuds va bien sûr donner ce résultat-là. En général, on isole la tension U pour obtenir U en fonction de U1, U2. Ce n'est pas forcément la forme la plus adaptée au problème. En général, ce théorème de Millman simplifié ne permet pas de résoudre à lui seul le problème envisagé. Il permet souvent plutôt d'être un intermédiaire de calcul pour aller plus loin. Exemple, eh bien une structure RCR qu'on va retrouver assez souvent en utilisant la conductance qui est l'inverse de la résistance, eh bien on obtient notre relation entre U, U1 et U2 qui est souvent plus profitable d'exprimer sous cette forme-là. Pour continuer le calcul. Donc entraînez-vous sur ces structures en T, on les retrouve vraiment très souvent. On va pouvoir maintenant terminer avec le théorème de Millman général. Enfin, on va considérer ici un nombre fini de branches qui partent du nœud avec des intensités I qui sont des intensités discrètes. La loi des nœuds va se traduire alors par la somme finie des intensités I1 d'ici égale à 0. On pourrait éventuellement avoir une somme infinie, voire une somme continue avec des intensités élémentaires dI. On va choisir un nœud de référence a priori quelconque. Et il s'agit, comme précédemment, d'exprimer les intensités I en fonction des tensions U. On voit que pour être en convention ici, récepteur, il faut prendre des tensions de la forme U1 d'ici moins U. Les intensités I1 d'ici seront à ce moment-là de la forme YI facteur de UI moins U. La somme de ces intensités doit être nulle. On voit qu'on va pouvoir effectivement, là encore, exprimer la tension U entre les deux nœuds, le nœud d'étude et le nœud de référence, en fonction des tensions UI et des admittances Y. On voit bien ici que l'utilisation des admittances simplifie l'écriture, mais plus que simplifier l'écriture, elle va nous permettre de retrouver très facilement le théorème de Millman, en s'apercevant finalement qu'ici, la tension U n'est jamais que la moyenne pondérée des tensions UI, pondérées par les coefficients qui sont les admittances des branches. On s'aperçoit qu'il faut que la somme des admittances ne soit pas nulle pour utiliser ce théorème de Millman. Et cette moyenne pondérée permet finalement, une fois qu'on a la structure en termes de circuit, eh bien facilement de retrouver ce théorème de Millman sans être obligé d'apprendre par cœur une formule quelconque, juste comprendre qu'il s'agit d'une moyenne pondérée de tension. En fait, toutes les formulations de ces théorèmes tensionneux sont simplement des expressions de calcul de barycentre. Vous pourrez vous en convaincre en travaillant plus en détail les trois cas particuliers et le cas général qui sont déterminés ici.